Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour cette rencontre avec Mikołaj Greenberg et Margot Carlier autour de ce livre exceptionnel. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là, qui est paru en 2023 aux éditions Actes Sud. Écoutez, moi, je peux vous le dire en tant que critique, quand j'ai découvert ce livre, j'étais vraiment sidérée, et par sa forme, et par la singularité, la profondeur des histoires que nous apporte ce livre, et aussi par leur, sans doute par leur forme d'authenticité. Ce sont 31 récits, 31 nouvelles, 31 nouvelles, des voix anonymes qui nous racontent l'héritage de la Shoah aujourd'hui en Pologne. La plupart sont juifs, certains ne le savent pas, certains le découvrent au cours de l'histoire, certains ne le sont pas, certains sont antisémites, mais tous portent de manière non pas choisie, mais de manière historique, cette histoire de la Shoah dans leur corps et dans leur histoire. Mikołaj Greenberg, vous êtes photographe et écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui explorent comme ça cet héritage de la Shoah, notamment Les rescapés du XXe siècle en 2012 et J'accuse Auschwitz en 2014. Vous nous en direz peut-être un mot, mais ils n'ont pas pu être pour le moment accessibles au public français. Margot Carlier, ceux qui lisent la littérature polonaise en français vous connaissent bien, puisque vous êtes une très grande traductrice de littérature polonaise, conseillère littéraire, enseignante et traductrice, notamment pour Actes Sud, Noir sur Blanc et Gallimard. Alors, je le disais, ce livre-là, c'est d'abord une histoire de voix, une histoire de récit, des gens qui, tous plus ou moins la première personne, s'adressent à un mystérieux interlocuteur. On ne sait pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Et ce livre, ce sont des confessions. On peut dire que ce sont 31 confessions qui ont cette force de l'intime et de la vérité. Pour commencer, je vous demanderai, on a préparé ça ensemble, de lire une de ces nouvelles qui est Madame Clémentina. Et donc, Mikołaj, vous allez le lire en polonais parce que je pense que vous comprenez tous ou presque le polonais, mais rassurez-vous, pour les gens comme moi, Margot Carlier va lire la traduction, votre traduction, ce qui sera aussi peut-être l'occasion de parler de ce que c'est que de traduire cette langue. Ah, peut-être. Allez-y. Bonjour. Bonsoir. Je suis curieux. Combien de personnes parlent polonais ici? Ouais. Klementyna. Wiadomość pozostawiona na automatycznej sekretarce. Nazywam się Klementyna, ale to jest pseudonim tylko na użytek naszego spotkania. Mam 89 lat i bardzo chcę się z panem spotkać. Może pana zachęci fakt, że mieszkam w Łodzi, a może to, że dalej się tu ukrywam. Mam nadzieję, że pan rozumie, że nie ukrywam się dlatego, bo obrabowałam bank, tylko z zupełnie innego powodu. Jeżeli nie będzie się panu chciało wsiąść w pociąg i przyjechać, zrozumiem. Może jednak skusi się pan na staruszkę i jej historię, której nikomu jeszcze nie opowiedziała? Niech pan przemyśli. Na zachętę dodam, że to będzie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Czekam. Tu veux qu'on lit? Oui. Oui, il faut respecter des gens qui... Maintenant, bon, je continue. Alors, na zachętę dodam, że to będzie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Czekam. Co tak pan na mnie patrzy? Stara jestem, ale staram się wyglądać jak człowiek. Mam 90 lat, ale wszystkim mówię, że 89. To dużo lepiej brzmi, prawda? Pan posłucha. 89. A teraz 90. Jest różnica, co? Zresztą pan tego nie zrozumie.
Na razie, bo później tak, ale mnie już nie będzie, żeby mi się tym pochwalić. Ubrałam się wyjściowo, w końcu mam spotkanie z dżentelmenem z Warszawy. Pan spojrzy, całkiem nie stare mokasyny, spódnica jak nowa, bluzka nienoszona od 20 lat i apaszka po mężu. Grzecznie pan czeka, aż zacznę coś opowiadać, a ja bzdury plotę, bo się boję zacząć. Wie pan, dlaczego tu pana ściągnęłam? Komuś musiałam opowiedzieć, że jest rok 2016, a ja dalej się ukrywam. Już mocno ponad 70 lat. Sama nie mogę w to uwierzyć. W 1939 roku mieszkałam z rodzicami, bo starsza siostra była już od 2 lat mężatką i miała synka. W 1940 roku oddali mnie Polakom do ukrycia, a oni wszyscy poszli do getta. Żebyśmy już nie musieli do tego wracać, od razu powiem, że nikt z nich nie przeżył. Mieszkałam z bezdzietną parą, która dostała od mojego tatusia nasze mieszkanie za przechowanie mnie do końca wojny. Pan był trochę starszy od pani, mało ze sobą rozmawiali. Nie podam ich nazwiska ani imion. Karmili mnie i dali miejsce do spania. Dotrzymali umowy z tatusiem. Przeżyłam. Dzień po wyzwoleniu Łodzi wyszłam z ich domu i nigdy tam nie wróciłam. Nie zgłosiłam ich do Medalu Sprawiedliwych, ani w żaden inny sposób im nie podziękowałam. Od początku pobytu w ich domu spałam w łóżku tego pana. Nie dlatego, że tak mi się podobało. Jego żona spała w innym pokoju, zamykała drzwi na klucz. Chyba było jej na rękę, że ma spokój. Na początku myślałam, że tak musi być i że taka jest dodatkowa cena za przechowanie mnie. Później już o tym wcale nie myślałam. Moje myślenie się wyłączyło. Między początkiem maja 1940 roku a 20 stycznia 1945 byłam poza ich mieszkaniem 3 razy. Za każdym razem pan wiózł mnie do kobiety, która usuwała ciążę. Zaraz po wojnie znalazłam sobie dobrego polskiego chłopca bez rodziny i wzięłam z nim ślub. Takiego szukałam, bo do czego mi była potrzebna jakaś dopytująca się teściowa czy szwagierka. Nie, jemu też nic nie powiedziałam. Zmarł 16 lat temu i do samego końca nawet mu przez myśl nie przeleciało, kim naprawdę jestem. Nie wiem, czy panu to prosto, czy ciężko zrozumieć. To były inne czasy. Nie mogliśmy sobie usiąść, jak my teraz, na Piotrkowskiej w eleganckiej kawiarni i porozmawiać o życiu. Kładłam się spać obok męża, a całe noce spędzałam przytulona do mamy. Dziwnie brzmi, prawda? Nocami bawiłam się z moim siostrzeńcem, a rano szykowałam mężowi śniadanie. Wie pan, co robiłam? Ukrywałam się, mimo że wojna się skończyła. Ukrywałam całą moją zamordowaną rodzinę, która była już tak dobrze schowana, że sama nie potrafiłam jej odnaleźć. Oszukiwałam męża, oszukiwałam dzieci, oszukiwałam znajomych i koleżanki w pracy. Oszukiwałam cały świat. A wie pan po co? Po to, żeby żyć. Nie po to, żeby żyć lepiej. Robiłam to tylko po to, by żyć. Ukrywałam się przed samą sobą i prawie mi się udało. Niestety postanowiłam się z panem spotkać i wszystko szlak trafił. Pan się nie niepokoi, to nie pana wina. Człowiek się starzeje i zaczyna rozmyślać. Raz zaczniesz i jesteś przegrana. Ruszyła maszyna po szynach i zawiozła mój świat do gazu, a ja się nie zabrałam. Wielu przeżyłoby opowiadać, a ja, żeby przez te wszystkie lata nie pisnąć ani słowa. Urodziłam 2 córki, które nie wiedzą, że są Żydówkami. One już mają czyste sumienie, bo nie oszukują swoich mężów. Każda z nich urodziła córki. Mam wnuczki Żydówki, które urodzą Żydów i nigdy nie poznają prawdy. Rodzą się same dziewczyny. Widać, ktoś tam na górze ze mną walczy. Musiałam się z panem spotkać, bo może mi się pan przyda jako okoliczność łagodząca. Madame Clémentina, un message laissé sur mon répondeur. Je m'appelle Clémentina, mais c'est un faux nom que j'ai pris uniquement en vue de notre rencontre. J'ai 89 ans et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. J'habite à Łódź, ce qui pourrait peut-être vous encourager. Sinon, je fais ce que je continue à me cacher. Sinon, le fait que je continue à me cacher. Vous imaginez bien, je l'espère, que ce n'est pas pour avoir dévalisé une banque, mais pour une toute autre raison.
Si vous n'avez pas envie de prendre le train pour venir jusqu'ici, je le comprendrai. Toutefois, vous serez peut-être tenté par une petite vieille et son histoire dont elle n'a encore jamais parlé à personne. Réfléchissez, s'il vous plaît. En guise d'encouragement, j'ajoute que ce sera notre seule et unique rencontre. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je suis vieille, d'accord. J'essaye pourtant d'être présentable. J'ai 90 ans, mais je dis à tout le monde que j'en ai 89. Ça sonne mieux, je trouve. Écoutez, 89 et maintenant 90. Il y a bien une différence, non? De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, pour le moment du moins. Dans quelque temps, oui, sans doute. Seulement, je ne serai plus là, moi, pour vous féliciter. Je me suis mis sur mon 31. Et oui, après tout, j'ai un rendez-vous avec un jeune gentleman de Varsovie. Regardez, des mocassins en assez bon état, une jupe comme neuve, un chemisier que je n'ai pas remis depuis 20 ans et un foulard hérité de mon mari. Vous attendez gentiment que je vous raconte mon histoire et moi, de peur de commencer, je suis en train de débiter des sornettes. Savez-vous quoi? Pourquoi je vous ai fait venir ici? Il fallait absolument que je dise enfin à quelqu'un que, alors que nous sommes en 2016, je continue à me cacher. Depuis plus de 70 ans. Moi-même, j'ai du mal à y croire. En 1939, j'habitais avec mes parents. Ma grande sœur était déjà mariée depuis 2 ans et elle avait un fils. En 1940, on m'avait confié à des Polonais qui devaient me cacher, tandis que toute ma famille était allée dans le ghetto. Afin de clore le sujet, je vous annonce tout de suite que personne n'a survécu. Je vivais avec un couple sans enfants, à qui mon père avait laissé notre appartement contre la promesse de prendre soin de moi jusqu'à la fin de la guerre. Monsieur était un peu plus âgé que madame et ils se parlaient peu. Je ne vous dévoilerai ni leur nom ni leur prénom. Ils me donnaient à manger et j'avais une place pour dormir. Ils ont tenu leur promesse. J'ai survécu à la guerre. Le lendemain de la libération, j'ai quitté leur appartement. Je n'y suis plus jamais retournée. Je ne les ai pas présentés pour la médaille des justes. Je ne les ai d'ailleurs remerciés d'aucune autre façon. Durant mon séjour chez eux, j'ai dormi dans le lit de ce monsieur. Non pas parce que j'en avais envie. Sa femme, elle, dormait dans une autre chambre, elle fermait sa porte à clé. Ça devait l'arranger d'avoir la paix. Au début, je pensais que j'étais obligée de le faire, que c'était le prix supplémentaire à payer pour mon hébergement. Plus tard, je ne pensais plus à rien. Mon cerveau s'était débranché. Entre début mai 1940 et le 20 janvier 1945, je n'étais sortie de leurs appartements que 3 fois, quand le monsieur me conduisait chez une faiseuse d'anges. Une fois la guerre finie, je m'étais trouvé un gentil garçon polonais, sans famille, et je les épousai. C'est précisément ce que je cherchais. Je n'avais pas besoin d'une belle-mère ou d'une belle-sœur qui m'accablerait de questions. Non, à lui non plus, je n'ai rien dit. Cela fait 16 ans qu'il est mort et jusqu'à la fin, il n'a pas eu la moindre idée de ce que j'avais vécu. J'ignore si tout cela est difficile ou facile à comprendre pour vous. L'époque était différente. On ne pouvait pas s'asseoir dans un joli café de la rue Piotrkowska comme nous en ce moment et discuter de la vie, de choses et d'autres. Je me couchais à côté de mon mari, mais
je passais mes nuits blotties contre ma maman. C'est curieux, non? La nuit, je jouais avec mon neveu et le matin, je préparais le petit déjeuner à mon mari. Vous savez quoi, monsieur? J'ai continué à me cacher alors que la guerre était finie. Je cachais aussi toute ma famille assassinée. Je le faisais si bien que je n'arrivais plus à la retrouver moi-même. J'ai menti à mon mari, j'ai menti à mes enfants, j'ai menti à mes amis et à mes collègues de travail. J'ai menti au monde entier. Savez-vous pourquoi? Pour vivre. Non pour vivre mieux, simplement pour vivre. Je me suis cachée devant moi-même et j'ai presque réussi. Hélas, j'ai pris la décision de vous rencontrer et j'ai ainsi tout gâché. Ne vous en faites pas, vous n'y êtes pour rien. En vieillissant, on se met à cogiter. Il suffit de commencer et c'est fichu. La machine s'est ébranlée et elle a emporté mon univers dans les chambres à gaz. Mais sans moi, je n'étais pas du voyage. Beaucoup ont survécu pour témoigner, moi, pour me taire durant toutes ces années. J'ai eu 2 filles, elles ignorent qu'elles sont juives. Elles ont la conscience tranquille car elles ne mentent pas à leur mari. Chacune a donné naissance à une fille. Mes petites filles juives ne mentiront au monde des juifs. Mes petites filles juives ne mettront au monde des juifs sans jamais connaître la vérité. Il n'est que des filles dans notre famille. Quelqu'un là-haut me livre sans doute une bataille. Il fallait absolument que je vous voie. Qui sait, vous pourrez peut-être me servir de circonstances atténuantes. Merci beaucoup à tous les deux pour cette lecture. Évidemment, Madame Clémentina, quand on la découvre, on ne l'oublie pas. Mais Mikołaj, avant de vous poser une question sur elle, peut-être une question sur cet homme, ce gentleman de Varsovie à qui elle s'adresse et qui semble être le même dans chaque nouvelle. Comment l'avez-vous pensé? Est-ce que vous l'avez pensé en tant que vous-même? C'est plutôt une question sur la construction du livre, comment je l'ai inventé. Je me suis dit que je vais inviter des personnages qui vont me raconter ces histoires. Alors, ça veut dire qu'il y aura des monologues. Mais moi, pendant mon travail, je pensais qu'il parle à moi. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il parle à vous. Mais bien sûr, j'utilisais un personnage qui écoute, qui ne pose pas de questions, qui existe vaguement dans le livre, mais on le sent. On sent qu'il s'adresse à quelqu'un. De temps en temps, il y a le personnage qui écoute. C'est quelqu'un qui a écrit des livres sur les Juifs. Et ça revient comme sujet dans leurs mots, pas dans le mien ou écrivain, parce qu'il n'existe pas, il ne dit pas un mot. Alors c'est une manière de résoudre le problème, comment le faire. C'est mon premier bouquin, fiction. Alors il fallait que j'invente des règles, que je les suis. Il y a quelque chose, une question qui se retrouve dans toutes vos nouvelles, c'est pourquoi les personnages, à ce moment-là, décident de parler. Alors, il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est la pression de la famille, c'est souvent la pression des jeunes générations. Mais là, on voit bien que Madame Clémentina, c'est l'approche de la mort. Les personnages-là parlent parce qu'ils ne peuvent plus ne pas parler. Et c'est une bonne raison à parler. Il vaut mieux parler quand on a quelque chose à dire. Parce qu'on sait très bien tous qu'il y a pas mal de gens qui parlent beaucoup, ça ne vaut pas le coup d'écouter. Et eux,
je les ai fait parler avec quelque chose qui est jak się mówi sedno, le fond du sujet. Il n'y a pas trop de mots, il n'y a pas trop de phrases. Ils disent seulement ce qu'ils ont besoin de dire. Et en plus, on sent qu'ils sont assez pressés. Et ça, c'est aussi une méthode de faire des petites histoires. Parce qu'ils... Oui, tous les personnages. Alors, on sent une pression du temps. Et c'est bon pour écrivain. Il faut se grouiller, il faut leur donner assez de temps pour dire ce qu'ils ont à dire et en finir. Comment est-ce qu'on fait vivre dans la traduction justement cette urgence de chaque texte? Je ne sais pas, à vrai dire. Non, moi, quand j'ai lu le livre, je le lis en polonais à la sortie. Il a été traduit quelques années plus tard. J'étais complètement envoûtée par l'écriture de Mikołaj, qui, pour moi, qui traduit Anna Kral depuis longtemps, je trouvais qu'il y avait des ressemblances. Cette façon assez minimaliste de raconter des choses, d'aller vraiment au fond du sujet, de pointer des problèmes, des états d'âme, des situations, parler des situations difficiles et finalement dire énormément de choses en utilisant très peu de mots et en élaborant, parce que je trouve que c'est vraiment la composition de chaque... Pour moi, chaque texte est un peu différent. Je ne sais pas, vous voyez, c'est à peu près pareil, mais pour moi, c'est différent. Je trouve que la narration, la façon d'aborder des personnes n'est pas toujours la même. Et comment on fait? Je pense que quand on aime beaucoup un texte, on a envie de le traduire, enfin de le faire vivre dans une autre langue. Alors, moi on me dit, souvent peut-être pas, mais je pense que les gens ont l'impression que quand c'est un texte court, quand les phrases sont relativement simples, c'est facile à traduire. Et donc on me dit, bon là, Anna Kral ou Mikołaj, bon, ça va être vite fait. Et je me souviens quand je traduisais ce livre, les amis me demandaient, enfin, ça m'a pris quand même plusieurs mois à traduire ce livre. C'est pas, et ils me demandaient au bout de, je sais pas, un mois, alors tu as fini? Ah non, je n'ai pas fini. Au bout de 2 mois, alors tu as fini? Et ça m'énervait énormément parce qu'on met beaucoup de temps finalement. Parce que quand la forme est aussi économe et aussi juste et précise, il faut être précis dans la langue dans laquelle on traduit. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'avais très envie de réussir. Et j'ai l'impression que dans c'est même plus compliqué parfois que traduire des textes, des phrases longues, parce que on peut s'arranger un peu. Alors que là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à enlever, que tout est à sa place et il faut vraiment être exact. C'est, je pense, la principale difficulté. Et aussi respecter le rythme, parce qu'il y a quand même un rythme particulier, justement, dans ces phrases courtes. Voilà. Vous parliez du minimalisme. En effet, l'émotion est toujours retenue. Ça, on voit bien que vous avez refusé toute forme de lyrisme et de pathétique. Mais il y a aussi une chose qui est singulière et qui est très forte dans Madame Clémentina, c'est que vous décrivez des personnages souvent qui vivent dans 2 temporalités en même temps. Madame Clémentina, c'est exactement ça. Voilà, comment est-ce que vous avez imaginé ces personnages qui vivent dans 2 époques, le passé et le présent en même temps? Il fallait pas que j'imagine beaucoup parce que je connais ces gens.
pas mes personnages du livre, mais je connais cette génération, je connais des générations suivantes qui traînent le passé, c'est même pas leur passé. Et à la fin, je veux dire, on vit dans un double temps qui se mêle dans notre vie, qui cause des problèmes, qui... Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour démontrer que la guerre qui est finie il y a 70 ans, dans nos maisons, n'est pas finie. Dites on parce que vous vous faites apparaître à la fin du livre. Mes parents étaient des survivants de la Shoah. On peut dire que cet homme à qui il s'adresse, c'est aussi quelqu'un qui... Il lui parle parce qu'il comprend cette expérience, il sait ce que c'est que de porter cet héritage-là. C'est toujours une question si, à ma place, il y aurait eu quelqu'un qui n'est pas d'une famille des survivants, s'ils auraient dit la même chose. Ils auraient dit quelque chose, peut-être d'autres choses, ou la même chose, on ne sait pas. S'il y aurait eu un garçon de la famille des survivants, d'une autre famille peut-être, ça aurait été autrement. Mais moi, je ne les ai pas rencontrés, ces personnes-là. Enfin, il y a une partie oui, une partie non, j'ai triché, j'ai inventé. Mais je les sens très bien. Je les connais, je n'ai pas de difficulté à inventer des histoires. Il y a une nouvelle ici, on peut dire une nouvelle, qui s'appelle Mes 5 Juifs. Pendant la première du livre à Varsovie, il y avait un acteur qui devait lire ce chapitre. Et juste avant qu'on entre sur la scène, il me dit, tu sais, je connais la bonne femme là, de cette histoire. Je lui dis, écoute, elle n'existe pas. Il dit, je la connais, elle habite à Otwock, c'est une ville pas loin de Varsovie. Je lui dis, écoute, n'importe quoi. Il me dit, mais c'est sa voix. C'est la façon, comment elle parle, c'est elle, je n'ai pas de doute. Ben alors, je me suis dit, j'inventais des histoires qui sont devenues vraies. Pour préciser, Mes 5 Juifs, c'est en effet l'histoire d'une femme qui a rencontré 5 Juifs dans sa vie. Et c'est aussi l'histoire d'une femme qui part d'un antisémitisme qui lui paraît presque naturel. Enfant, elle insulte un autre enfant parce qu'il est juif. Et on a l'impression qu'au fur et à mesure de sa vie, elle prend conscience de la cruauté inhérente à cet antisémitisme. C'est aussi... Oui. Le titre français américain vient, c'est une citation d'elle. Je voudrais c'est la dernière phrase de la nouvelle. Et en très peu de pages, vous racontez une histoire aussi des Juifs et des Polonais. C'est ça qui est extraordinaire dans cette nouvelle-là. Là, elle prend une dimension bien au-delà de la simple histoire d'une femme, non? C'est aussi une partie de ma vie. Je suis et juif et polonais. Exception, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul ici. Mais et c'est intéressant d'avoir ça dedans. Parce c'est un procès. Au début, je pensais que j'ai 2 identités. Je n'ai pas 2 identités. J'ai une identité qui consiste ce 2 racines. Et puis ça aide à vivre. Et puis ça fait cette deuxième chose qui n'est pas aidé à vivre. Parce que justement, tu parlais de la double identité, de le rescapé de la Shoah, de l'émotion que ton livre véhicule et que tu voulais faire passer, ou à la compréhension de problèmes.
Bon, moi, j'ai une simple identité. Je ne viens pas d'une famille de rescapés. Mais quand je lisais ce livre, bah, j'avais l'impression de ressentir mais complètement les émotions, les vécus, les problèmes de toutes ces personnes. Et c'est peut-être ça, justement, la vérité de la fiction, hein, ça paraît plus vrai que des histoires, que documentaires. Hein. Bah, c'est ça le but. Si j'aurais écrit un livre pour des juifs, ça serait une faillite, non, comment on dit, un échec. Et si on utilise ces histoires-là pour faire quelque chose un peu plus universel, qu'on n'a pas besoin d'être juif ou rescapé ou deuxième génération, n'importe quoi, pour comprendre, ça veut dire que ça y est, ça a marché. Et après ce livre-là, j'ai eu, je sais pas, aux alentours d'une centaine de mails de gens de familles alcooliques. Parce que leur problème de génération, leur problème de double identité, qu'il y a quelqu'un bon dedans, il y a un alcoolique à la fois. Enfin, ils se retrouvaient très bien, surtout les enfants des alcooliques. Et c'était très touchant parce qu'ils me parlaient, on se comprenait comme des frères et sœurs. Oui, Pour en finir, mes parents n'étaient pas alcooliques. Oui, parce qu'on a l'impression comme ça en vous écoutant que ce sont des portraits d'individus, mais en vérité, ce sont aussi beaucoup des portraits de famille que vous faites. Et vous racontez, et ça c'est vraiment très fort dans le livre, comment est-ce que le silence peut venir ravager une famille, mais que le témoignage aussi peut venir ravager une famille. Vous ne dites pas qu'il y a une situation idéale pour transmettre l'histoire de la Shoah. Et voilà, et donc c'est vraiment, je pense notamment à cette nouvelle de la fille et de la mère, la fille qui pousse la mère à raconter son histoire et la mère qui refuse jusqu'à ce qu'elle s'effondre et qu'elle emmène sa fille dans le cimetière juif pour montrer d'où elle vient. Vous aviez envie de montrer ça aussi, ces familles-là? Ces histoires-là existent qu'en contexte. S'il n'y a pas de, on dit contexte. S'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de problème. Il faut démontrer de quoi consiste cette maladie. On a besoin d'autres gens pour un miroir, pour les voir, voir s'ils nous comprennent ou pas. Alors, la famille, c'est un système. S'il y a une partie de chaîne qui est cassée, toute la famille se décompose. Et là, c'est le cas. Il y a de nouveaux nés dans la famille. Il y a quelque chose qui cloche. Et on ne parle pas de ça. Et ça continue. Ça se propage. Ben voilà. Si on ne parle pas, c'est bloqué. Si on parle, si on utilise ces vieilles histoires pour terroriser la génération pas précédente, suivante, ça ne marche pas. Je pense que j'ai eu de la chance d'être né dans une famille où c'était balancé. Il y avait une balance entre l'histoire et notre vie contemporaine. On nous racontait des histoires, on nous a pas bloqués avec ça. C'est pour ça que je pouvais faire tous ces livres. Je pouvais m'asseoir avec des survivants, leurs enfants et tout ça, et demander et poser mes questions, parce que moi, je n'étais pas bloqué dedans. Et puis, je parlais avec des survivants, puis après avec leurs enfants, et les enfants me disaient, mais
t'es mal poli. Moi, j'aurais jamais demandé à ma mère. J'aurais jamais posé cette question-là. Je lui dis, bon, tu veux la réponse? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Je dis, bien sûr. Alors, je le fais pour toi. Parce que dans leur famille, c'était pas possible. Ben voilà. Ce silence va parfois très très loin, puisque par exemple, il y a cette histoire du juif secret, où lui-même n'ose pas dire qu'il est juif. C'est même plus une question du silence des rescapés, qui est un thème qu'on connaît au-delà de la Pologne. Ce n'est pas propre à la Pologne, la difficulté des rescapés à transmettre la Shoah. En revanche, cette dissimulation de sa judéité, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même particulièrement prégnant dans cette histoire polonaise. Margot Carlier, est-ce que vous avez l'impression quand même que ce sont il y a une part de ces histoires qui sont très polonaises? Je pense que oui. Mais moi, l'histoire, le récit qui m'a complètement bouleversée et bluffée, c'est du côté arien. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est autant l'histoire que la forme, parce qu'il y a vraiment un retournement de la situation complet au milieu. Et ça se passe en 2002. Et c'est l'histoire, c'est du côté arien, on est dans une cave, il y a 3 personnes, 3 juives qui se cachent, qui entendent de temps en temps des bruits de l'extérieur. Donc elles savent qu'il y a des Allemands à côté, elles ne peuvent pas trop bouger. Donc de temps en temps, il y en a une qui monte au premier étage et elle prend quelque chose à la cuisine. Donc là, on se dit, bon, c'est un peu... Après, attends, ah oui, elle est enceinte, mais c'est un peu bizarre. Et ensuite, bon, elle est enceinte et elle accouche. Et elle accouche d'une poupée. Et là, on comprend que ce sont des petites filles qui jouent en 2003. Elles jouent aux Juifs qui se cachent dans une cave. Et donc, mais au départ, on a vraiment l'impression que ce sont des Juifs adultes qui se cachent. Et puis bon, à la fin, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais à un moment, il y a la porte qui s'ouvre. Et donc, elles sont épouvantées. Ah, c'est l'Allemand qui arrive. Et c'est le père d'une de ces gamines qui vient là, qui est complètement ahurie. Elles sont habillées, elles ont des guenilles, elles s'habillent comme si vraiment elles n'avaient pas de vêtements. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Arrangez-moi tout ça. Bon, il se trouve qu'il est assez antisémite, ce père de famille. Il leur dit, bon, allez, sortez maintenant, jouez à autre chose. Et à la fin, le reste de vacances, il leur dit jouer, allez dans le salon, jouer dans le salon. Et elles disent, mais dans le salon, il n'y a pas de cachette, on ne pourra pas se cacher. Et finalement, elles ont joué à des dames du 19e siècle, déguisées. Et je trouvais ça incroyable. En 2003, les gamines qui jouent à juifs persécutés. Je voulais te demander, je peux, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que tu as connu des gamines comme ça qui... C'est la question que je déteste. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Enfin, là, il y a une partie qui est vraie. Une copine de ma fille jouait avec sa voisine aux Juifs dans la cave. Alors, j'inventais plus de fiction que... Enfin, j'avais besoin de plus pour faire une nouvelle, mais oui, je suis parti d'un fait original. Et cette nouvelle, elle illustre quelque chose qui est présent dans votre livre aussi, c'est l'humour. Et parce que c'est assez drôle. Et vous parliez d'Anna Krall, Margot Carlier, mais parfois on pense aussi aux histoires de Kafka, où on est sur le chemin entre la terreur et l'humour.
Il y a aussi l'autre nouvelle qui s'appelle Chez Hitler, où ce pauvre enfant est envoyé en colonie de vacances et il découvre qu'il est chez Hitler. Voilà, ce jeu comme ça sur le grotesque, l'humour, c'était important pour vous? J'ai eu de la chance d'avoir un père qui racontait bien des histoires, qui avait un sens d'humour wyjątkowy, comme on dit, exceptionnel. Il savait, il savait raconter des blagues. Mon grand-père aussi. Et je pense que ma formation d'écrivain, c'était ça. Comment raconter une histoire en peu de mots, comment faire les gens rire, et puis s'arrêter au milieu et avoir un guilty feeling, comment on dit, un sens de culpabilité qui, qui fait qu'on arrête de rire et qu'on commence à réfléchir. Alors ça joue un rôle éducatif. Parce que on a honte. La honte, c'est une grande force. Alors j'adore faire les gens rire et puis se rendre compte au milieu des éclats que, oups, il y a une deuxième fond. Alors un humour qui est sur le noir. Vous pensez, est-ce que c'est typique de l'humour juif, me dit mon voisin. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi, vous êtes photographe, il y a des photos dans ce livre, des photos de lieux vides, parfois de fleurs fanées, parfois de traces de rails dans la rue. Est-ce que vous avez voulu que chaque photo corresponde à une histoire ou c'est plus compliqué que ça? C'était le moment où je commençais à faire. C'est mon premier livre, comme j'avais dit, livre de fiction. Et j'étais très fier que j'ouvre une nouvelle étape dans ma vie, que je suis plus photographe, que je suis écrivain. Mais mon éditeur a dit, envoie-moi tes photos. J'étais pas très content, mais et je comprenais pas très bien de quoi elle parle. Elle me dit, tu sais, tes photos, pas des photos normales, les photos, les tiennes. Alors, toutes les photos que j'ai faites, c'était les miennes, mais pour elle, non. Enfin, j'ai compris, c'était des photos qui avaient une ambiance, soi-disant, et qui étaient tristes. Et maintenant, je pense que... Non, avant, je pensais qu'elle pensait que les récits sont trop courts, qu'il faut mettre quelque chose dans le livre pour que ça soit un peu plus épais. Alors, je lui ai envoyé des photos. Je savais qu'elles seront mal imprimées parce que pour imprimer ce genre de photos, c'est difficile si on ne dépense pas beaucoup d'argent. Alors, c'est pas moi qui a mis des photos en relation avec les textes. À mon avis, il n'y a pas de relation. Mais ça fait réfléchir encore plus. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la relation et chacun voit soi-même. C'est comme des tests, des projections, on dit. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça joue un rôle de... Chacun projette soi-même. Vous, sur cette photo, c'est comme le test de Rorschach. Vous savez, des taches de l'encre. Je pense que ces photos jouent un rôle comme ça.
Margot Carlier, vous qui connaissez si bien la littérature polonaise contemporaine, vous parliez d'Anna Kral qui a en effet raconté les destins juifs pendant la guerre et parfois après-guerre. Mais un livre comme ça qui fait entendre les générations suivantes et l'héritage de la Shoah chez les Polonais, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel, de rare? Livre de Miko. Bien sûr. Je pense que le livre qui fait parler de l'expérience de, je sais pas, deuxième, troisième génération, ce n'est pas forcément rare. Mais un livre qui en parle de cette façon-là, je pense que ça, c'est rare parce que c'est un livre, pour moi, c'est vraiment éminemment littéraire et je pense que c'est ça la qualité du livre, comme disait Miko, et ça, on lit, on rit parfois, on est épouvanté et quand on termine, ça reste, on réfléchit, il y a quelque chose qui n'est pas évident. On se pose même des questions, comment j'aurais réagi, moi. Ce matin, on a eu un masterclass avec des étudiants, on a travaillé sur le texte Arcadia, et c'est un Polonais qui vit dans le ancien quartier du ghetto de Varsovie, et souvent il y a des touristes israéliens ou le plus souvent israéliens ou américains qui viennent et qui veulent visiter des lieux connus, bunker de la rue Miła, etc. Le monument de ghetto de Varsovie, Rapaport. Et hélas, donc cette personne, elle est là, elle les aide. Mais quand il y a des fouilles, quand il y a on construit des bâtiments, on creuse, il y a encore des ossements, de bouts d'os qu'on peut trouver. Et donc cette personne-là les ramasse et il dit qu'il alertait les instances du quartier ou la communauté juive, mais personne ne répondait vraiment. Il allait pendant un temps enterrer ces os, ces bouts d'ossements au cimetière juif, mais il s'est dit, là, quelqu'un peut dire que je déterre, je n'ai pas le droit de le faire, et finalement, il ramasse dans un petit sac et il enterre. Il les enterre à côté d'un centre commercial très connu à Varsovie qui s'appelle Arcadie. Et il dit, je suis content, j'ai l'impression de faire une bonne action. Et justement, on se posait la question avec les étudiants, ce Polonais-là, est-ce que c'est un bon Polonais ou un mauvais Polonais? Est-ce qu'il fait vraiment une bonne action ou pas? Et on peut comprendre de différentes manières. Toi, tu as dit qu'il te faisait de la peine. C'est vrai, c'est vrai. Et comme ça, des situations qui ne sont pas du tout évidentes, des comportements qui ne sont pas du tout évidents, c'est partout dans ce livre. Bien sûr, et il y a cette nouvelle, mais on ne va pas raconter tout le livre, sinon personne ne va le lire, mais cette nouvelle extraordinaire de ce pauvre Polonais que tout le monde croit juif et qui fait tout pour prouver qu'il ne l'est pas. Mais ça, c'est une nouvelle, il faut dire, assez drôle. Est-ce que vous vouliez montrer ça aussi, c'est-à-dire ce rapport à la Shoah des Polonais, qui est à la fois culpabilité, lassitude? On a l'impression, notamment face vous le disiez, à ces touristes israéliens qui traversent Varsovie et en même temps, peut-être résignation que cette histoire est encore au centre de leur société, de leur existence. C'est une question si on voit où on vit ou pas. Si on a une mémoire ou on a quitté la mémoire, on s'en occupe pas. C'est plus facile de vivre, enfin, c'est pas possible de vivre sur un cimetière toute sa vie. Alors, il faut s'arranger avec soi-même. Il faut trouver une manière de continuer sa vie. Si on vit dans
dans un quartier qui a été complètement détruit, où 500 000 personnes ont trouvé sa mort ou sont partis de là-bas au camp, on ne peut pas penser à eux toute sa vie. Il faut trouver une manière de survivre là-bas. À mon avis, la majorité des habitants n'y pensent pas. N'y pensent jamais. Ça arrive qu'il y a des excursions de touristes étrangers qui arrivent là-bas. Il y a des bus, il y a un musée juif, il y a tout ça, il y a une pagaille. Ils sont pas contents parce que il n'y a pas de place pour garer ces voitures. Et il y a l'histoire qui revient à la fois. Et c'est pas facile. C'est pas facile il n'y a pas une personne qui est contente de ça. Et il faut trouver, comment ça fait, on dit pas balance, non, un équilibre. À mon avis, on l'a pas trouvé. On les a oubliés, on les traite pas comme partie du peuple polonais. On n'est pas en deuil. On les a oubliés. C'est qui? C'est les victimes? Des victimes, des juifs polonais, on les a oubliés. Ils n'en manquent pas. On n'a pas cette sensation de deuil qu'on a après la mort de quelqu'un proche. Quand vous dites on, c'est le peuple polonais, mais ce n'est pas les juifs polonais qui, eux, vivent avec ce deuil. Oui, bien sûr. Je pense en même temps qu'il y a quand même peut-être de plus en plus d'intérêt justement pour le passé juif. Et souvent les jeunes veulent savoir, se renseignent et lisent. Il y a pas mal de livres aussi qui sortent sur le sujet. Récemment, il y a un livre publié chez Noir sur Blanc, Le prix à payer de Anna Bicant qui travaille beaucoup sur ce sujet. Et là, bon, c'est pas une fiction. Elle a analysé, elle a travaillé sur après la guerre, les enfants juifs cachés étaient achetés par les organisations juives qui voulaient les acheter pour pour aller en Israël ou aux États-Unis. Et les familles, et c'était les familles polonaises demandaient un prix. Et donc, c'est très documenté. Elle explique les pourparlers, les négociations, que vaut un enfant. Bon, certains enfants étaient complètement intégrés dans leur famille polonaise. Il y a une histoire, c'est une fille qui écrit, qui est en Israël dans une nouvelle, peut-être la famille de sa famille, hein, mais c'est pas famille assez éloignée. Elle écrit des lettres, mais complètement déchirantes, en disant: je déteste, je suis pas bien ici, je déteste les Juifs, je voudrais rentrer. C'est très très beau, enfin bon, c'est peut-être pas beau, mais c'est très 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 intéressant. Et je trouve quand même des écrivains jeunes écrivent sur le sujet, non? Tu n'as pas cette impression? Je n'ai pas dit tous les Polonais, j'ai dit une partie, mais on est en minorité. Une dernière question peut-être avant de vous laisser la parole. Je sais que voilà, vous avez tous des choses à dire, mais il n'y a pas que le juif polonais et le polonais non juif qui se font face dans ce livre. Il y a aussi un troisième lieu qui est Israël. On sait comme Israël est toujours une question, un lieu dans l'esprit du juif. Ça l'est aussi pour vos personnages.
Et en même temps, il y a cette nouvelle avec la question de Massala qui est très très forte. Voilà, pourquoi vous avez voulu mettre Israël dans ces histoires-là aussi, faire exister Israël aussi? Parce que j'avais une bonne histoire à raconter, l'histoire d'un garçon qui va à l'excursion Taglit, l'excursion, je ne sais pas comment on dit ça. Mon Gaucha, tu sais comment ça s'appelle? Birthright. C'est une excursion pour les adolescents juifs en Israël. Ils font un tour. C'est payé par l'État Israël. Et on sait très bien que c'est compté, c'est prouvé qu'il y a un pourcentage, ça dépend d'où il vient, un tel pourcentage des gens qui reviendront pour vivre en Israël. C'est efficace. Alors, il y a une histoire sur un garçon qui va en colonie de vacances, sa grand-mère l'envoie, et il demande, c'est instituteur, pourquoi on joue aux juifs tout le temps? Et c'est ça la question de famille, parce que sa grand-mère a délégué l'exercice aux instituteurs. Elle a dit, vous allez lui dire. Je ne savais pas lui dire ça, je ne savais pas comment le faire. Et puis après, le bonhomme part en excursion en Israël. C'est comme ça que c'est venu, mais c'est une partie de la perspective. Israël est là, on l'aime pas, on est en conflit avec, mais c'est toujours un point de repère. Je pensais que, et pour moi, il a été, et il l'est toujours aussi. Alors, je pensais qu'on a besoin pour cette perspective. On a des Polonais, des Juifs, des Polonais qui sont Juifs qui ne le savent encore pas, au contraire. Et puis, il a fallu qu'il y ait Israël aussi. Apparaît dans le livre comme un refuge encore, a priori, pour un certain nombre de personnages. À l'époque que oui. Alors, je vais vous laisser la parole. Je suis sûre que vous avez un certain nombre de questions pour Margot Carlier ou Miko Greenberg. Oui. Oui, alors moi je voulais vous poser la question. Voilà, vous avez dit à un moment donné que vous avez insisté sur le fait que les histoires que vous racontez, vous êtes très content parce qu'ils prennent une valeur un peu universelle. Ils ne parlent pas que des juifs, du problème de juifs. Bon. Et la question qui me travaille un petit peu, c'est est-ce que vous pensez que finalement c'est un peu pareil que votre rôle, enfin pas votre rôle, votre attitude, votre métier quand vous êtes photographe? Je m'explique un tout petit peu quand même, parce que la photographie a ce site particulier, c'est que d'une part elle est immédiate, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de discours, mais il y a une ambiance et c'est une manière de s'exprimer. Je le dis d'autant plus simplement que mon père était photographe, et bien qu'il était photographe de presse, et il ne se disait jamais photographe artiste, il pensait qu'il s'exprimait à travers ces photos. Mais autant c'est peut-être relativement facile quand on fait une photo ou de la peinture, pareil, alors que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à ça, de s'exprimer, mais quelque chose qui est universel et qui peut à la limite être interprété de manière très différente suivant le récepteur. Est-ce que ça, vous avez ressenti cette impression d'identité, au fond, importante entre votre activité de photographe et votre activité d'écrivain? Je pense que je décidais d'utiliser des mots parce que la photo était insuffisante
pour raconter ces histoires-là. Et c'est un autre instrument. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Maintenant, j'ai 2. Avant, j'avais qu'1. Mais je vois pas de rapport. C'est comme, je sais pas, un couteau, c'est pour couper, une cuillère, c'est pour... voilà, j'en ai 2. Vous n'en avez pas 3? Vous n'en avez plus. Parce que justement, je voulais vous poser une question. Nous avons écouté il y a quelques jours Olga Tokarczuk en Sorbonne qui disait qu'au fait, les études de psychologie ont été très importantes pour elle, au fait formatrice de sa façon d'écouter les gens. Et que, en quoi ça a été important pour elle que d'être dans cette position de... Voilà. Alors ma question pour vous était, est-ce que votre premier métier vous a aidé d'une quelconque façon ou pas dans votre écoute? Parce que ce qui me frappe dans votre écriture, entre autres, c'est votre capacité à tenir cette place, cette position à partir de laquelle quelqu'un se sent autorisé à vous parler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très particulier dans cette façon d'écouter, je trouve. Bien sûr, Olga a raison. On a tous les deux suivi un entraînement, on peut dire, à écouter. C'est vrai, c'est pas une blague. Ces études, si elles sont bien menées, elles consistent de ça. Comment faire un lieu safe, bezpieczny, comment on dit, sécure. Comment créer une atmosphère où on peut se dire des choses. Comment ne pas gêner notre interlocuteur. Comment le laisser parler. Et bien sûr, cet entraînement m'a beaucoup aidé. Mais c'est devenu une partie de mes instruments, comme la photo, comme l'écriture maintenant. Alors, si vous demandez si j'en ai pas plus, oui, mais je sais conduire la voiture aussi, même la moto. Vous savez, c'est des choses qu'on utilise dans la vie. Cet entraînement m'a pris beaucoup plus de temps qu'apprendre à conduire la voiture. Ouais. Donc on entend là, voilà, j'ai beaucoup aimé après, voilà. J'ai été saisie effectivement par la lecture de votre livre. J'ai trouvé très poignante, percutante, et ça arrive à un moment où je fais depuis 1 an à peu près des recherches sur l'histoire de ma famille que je veux écrire. Et j'ai fait un 2e voyage en Pologne là récemment. Et où effectivement je pense que ça a changé un petit peu ma perception et peut-être complexifié aussi ma vision. Et par rapport à la question, oui, donc en revenant, je suis venue ici dans cette librairie parce que je cherchais des livres sur la période après la guerre en Pologne, sur la question des Juifs après la guerre. Et c'est comme ça qu'on m'a conseillé votre livre, entre autres. Et puis, et autour de la question de la mémoire qui a été posée, qu'est-ce qui est spécifique à la Pologne dans la question du silence ou de l'effacement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, effectivement, là-bas, cette absence. Et en même temps, parce que j'ai eu des contacts de personnes
que j'avais établies avant de partir, polonaises, qui m'ont vraiment guidée, ouvert des portes. Et j'ai vu qu'il y avait un travail qui était c'était en mouvement, qu'il y avait une écriture faite par une recherche sur la mémoire par des jeunes Polonais, pas juifs, sur le judaïsme. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, effectivement, la question de ces deux espaces ou ces temporalités qui coexistent, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'ai beaucoup. Je suis aussi fille de rescapés et polonais et thérapeute, psychiatre, et donc c'est quelque chose qui, en fait, que j'ai trouvé très présent dans votre livre, et aussi la complexité de ce qu'est la Pologne aujourd'hui, que c'est pas binaire. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très bien. En tout cas, merci. Ça m'a beaucoup apporté. Vous voulez répondre? Il n'y avait pas de question, alors je réponds pas. Oui, bah, moi je voulais rebondir un peu. C'est l'absence de ce côté binaire qui est vraiment intéressant. Et je voulais te poser la question, mais en fait je connais un peu la réponse. Où tu te situes parce que je suis d'accord avec Margot que le livre, ton recueil d'histoires est intéressant, est unique parce que jusqu'ici, on a eu soit des récits très égocentrés de la seconde, troisième génération, soit on a eu, je pense à Paginski et à Pensionnat, à la pension de famille, des récits fantastiques où on choisit la fiction pour un peu s'échapper. Je compare ton livre, on en a parlé aujourd'hui, à ce livre que j'ai trouvé extraordinaire et qui n'est pas traduit en français et qui est difficile à traduire. Margot, tu pourras peut-être le traduire. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. C'est en train d'être traduit. Ah, c'est génial. Non seulement c'est en train d'être traduit, mais à ma connaissance, c'était traduit depuis très longtemps. Oui. Je ne sais plus pour quel éditeur. C'est Vicha. Alors, quel sera le titre? Je ne sais pas quel sera le titre, je ne l'ai pas traduit, mais bon, traduction très libre, c'est les choses ou les affaires que je n'ai pas jetées. C'est sur après la mort de la mère, ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Le livre, je crois, il a même obtenu une subvention du CNL. Enfin, en tout cas, je donnais un avis positif et je ne sais pas du tout ce qu'il en est. C'est dommage. Mais c'est bien que tu sais quelque chose de plus. Oui, ah oui. Bon, mais donc voilà. C'est un livre fabuleux. Ouais. Et donc voilà où tu te situes. C'est ce qui est formidable, c'est que il y a une façon de ressentir avec, une compassion pour tes personnages, une sorte d'empathie. Avec les Polonais, avec les Juifs, avec les tordus, avec les faux, et c'est ça qui fait la grande qualité du livre. Et quand tu répondais aux questions, d'ailleurs, tu disais « nous avons du mal avec ce sujet » et je me demandais à quoi renvoyer ce « nous ». Nous les Polonais juifs, nous le cul entre deux chaises, enfin... Et voilà, donc, c'est pas vraiment une question, mais si tu peux rebondir là-dessus. C'est un peu la question, si je comprends bien, sur le personnage. Mes personnages à moi, ceux qui je trouve intéressants, c'est quelqu'un qui est bon et qui fait du mal, ou quelqu'un qui est mauvais et fait du bien. Comme nous tous. Parce que s'il y a des bons et des mauvais, c'est ennuyant. On sait tout dès le début. Et si on a des personnages plus nuancés, on se retrouve dedans. On a une chance.
à l'empathie, comment? Ouais. L'empathie, cette porte s'ouvre. Et c'est une voie très importante. Et c'est comme ça que je fais mes magouilles. C'est vrai qu'on les aime bien, tes personnages. On est vraiment, je sais pas, on a ouais, de la compassion, on devient presque amis. Mais juste parce qu'on dit tellement du bien de ce livre, il a été très remarqué en Pologne. Il faisait partie, il était sélectionné pour le prix Nika, qui est un grand prix littéraire polonais. Et en France, il était dans la sélection du prix Femina, ce qui est assez rare. Le prix Nike, que je n'ai pas eu, a eu Marcin Wicha avec le bouquin dont on vient de parler. Et je vous le recommande. Je vous le recommande. Non, il travaillait jusqu'à la fin comme designer et écrivain. Il n'aimait pas qu'on l'appelle écrivain. C'est pas une question. Moi, je suis pour. Oui, je voulais d'abord vous dire merci pour nous raconter les histoires que nos parents ne nous ont pas dit. Peut-être qu'ils n'ont même pas vécu d'ailleurs, parce que vous dites qu'il y a des histoires que vous avez inventées. Mais je voulais aussi vous poser la question, est-ce que vous avez vu la dernière exposition qui vient de s'ouvrir à Pauline et qui, c'est un peu en enchaînant avec ce que vous avez dit, c'est une exposition qui parle aussi d'un grand silence qui a duré plusieurs dizaines d'années. J'ai pu la voir et ça m'a complètement bouleversée. Je crois que vous êtes cité d'ailleurs, enfin, je ne sais plus, parce qu'elle est très très fournie. C'est une histoire sur les Juifs après 1945 en Pologne et qui fait état d'une réalité absolument incroyable, difficile, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Les revenants qui étaient tués massivement dans les années après la guerre. Et tout ça, peut-être qu'on en a entendu des bribes, mais on ne le savait pas. On a passé notre enfance, une partie de notre jeunesse dans un pays, on ne savait pas dans quel pays on habitait, on vivait. Ça m'a fait une impression absolument foudroyante, cette exposition. Question, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez lu le livre? J'ai vu, j'ai lu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très important. Le titre, c'est 1945. Pas nie koniec, nie początek, pas la fin, pas le début. Ça parle de... Ça ouvre une perspective qui n'est pas évidente, que la guerre est finie. Et on pense que, ouf, tout va aller bien. Pas tout à fait. C'est une exposition au Muséum Pauline à Varsovie. Oui, je vois. C'est moi. Bonjour. Ma question elle est composée de 3 questions, si vous permettez. La première, pourquoi l'écrire en polonais? Parce que vous êtes bilingue français. Est-ce que vous n'avez pas pensé à écrire directement en français? Je ne suis pas bilingue, vous l'entendez très bien. Et la deuxième, c'était votre façon de travailler. J'aimerais bien vous poser la question. Est-ce que d'abord vous imaginez le personnage ou d'abord vous imaginez l'action et après vous peaufinez le personnage? C'est sur votre façon comment vous commencez à écrire. Est-ce qu'il y a par exemple un fait divers qui vous déclenche une histoire? Si vous pouvez juste nous dévoiler un tout petit peu votre façon de travailler. D'abord, j'invente sa langue, comment il parle. Parce que chaque personne a sa langue
à elle. Et puis, quand je vois le personnage, je vois comment il parle, je lui dis, allez, raconte. Et de sa manière, il raconte. Alors, je commence par la langue, et j'ai une ou deux phrases qui touchent le sujet du récit. Et puis après, si tout va bien, je l'observe. Que je sais pas, c'est pas à chaque fois que quand je commence, je sais comment ça va se finir. C'est ça l'aventure. Justement, ma troisième question, c'était comment vous savez que votre histoire que vous avez racontée, qu'elle est finie? À quel moment vous savez qu'il faut s'arrêter dans le récit? Parce que votre façon de raconter est captivante, mais vous, en tant qu'auteur, vous savez qu'il faut vraiment maintenant laisser la place au lecteur d'imaginer la suite. Ah, c'est plus facile, je le sais très bien, parce que je finis au moment où je renverse tout. On vient vers la fin, tout revient à ses places. Et puis, je fais, avec la dernière phrase dans ce livre-là, au dernier paragraphe, je renverse tout. Je fous la pagaille, excusez-moi le mot. Et puis, je fais ça, pour que l'histoire ne se finisse pas. On ferme le livre et ça reste dans nos têtes. Et ça travaille. On reste ensemble. Vous et moi, on pense de la même chose. Oui. Merci. Je voulais juste très rapidement ajouter quelque chose à propos de la nouvelle de Clémentine. C'est dans le livre de Philippe Sands, qui en français était traduit Retour à Lemberg de Philippe Sands. Il raconte l'histoire de sa vieille tante Hertha, qui a survécu la Shoah à Vienne. Et les petits-neveux toujours demandaient comment ça se fait, comment tu as survécu, etc. Tu dis rien, tu as déjà tout oublié à ton âge. Alors elle répond, je n'ai rien oublié, mais j'ai décidé de ne pas me souvenir. Et ça, c'est pour terminer. Je voulais d'autres choses, mais bon. Je pense que c'est ça qui est bon. Sur une fin géniale. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste vous remercier. Merci Mikołaj Grinberg, Margot Carlier, Oriane Joncourt. Je voulais vous juste signaler, j'aurais dû le dire au début, mais on a tout de suite démarré la rencontre, que notre rencontre a été co-organisée avec la fondation de Olga Tokarczuk. Donc je salue les personnes qui sont là, Montrevaux, et il y a Katarzyna, Irène, Yana, Pierre. Partie d'un cycle de rencontres qui a été appelé Litera. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez tous le petit fascicule. Lisez en quoi consiste. Ce sont des rencontres littéraires dans 4 centres culturels, intellectuels, universitaires. Paris est le premier. Donc, la fondation commence chez nous la rencontre et la suite sera à Berlin, Amsterdam et Madrid. Merci beaucoup. Comme d'habitude, nous vous proposons de continuer la conversation autour de notre traditionnel verre de l'amitié. Merci de votre attention. Merci à vous. Peut-être encore une petite histoire, parce que Oriane est aujourd'hui comme journaliste, c'est une journaliste rédactrice en chef au Transfuge, un magazine qui est très très intéressant. Et elle vient de publier ce livre-là il y a 2 semaines, donc elle aussi était interviewée comme autrice. La dernière victoire possible. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.